Beaucoup de personnes considèrent ces animaux comme sales, répugnants et dangereux. À leurs yeux, ils ne sont plus de simples bêtes sauvages, mais une véritable menace dont il faudrait absolument se débarrasser. Et lorsqu'on découvre pour la première fois les images filmées au Texas, il devient facile de comprendre pourquoi cette opinion s'est imposée. Ce qui traverse aujourd'hui les champs, les forêts, les rivières et les pâturages n'a plus grand-chose à voir avec le petit cochon rose que l'on imagine tranquillement dans une ferme. Tout a commencé avec quelques porcs transportés à bord d'un navire au XVe siècle. Aujourd'hui, cette simple décision s'est transformée en une catastrophe qui coûte plus de 52 millions de dollars chaque année au Texas. Et ce chiffre ne représente qu'une partie de la réalité. À travers l'ensemble des États-Unis, près de 6 millions de porcs redevenus sauvages parcourent désormais le territoire, provoquant environ 1,5 milliard de dollars de dégâts. Ils labourent les terres agricoles, détruisent les cultures, contaminent les points d'eau et transforment des sols autrefois fertiles en paysages dévastés. Si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un problème ordinaire lié à la faune sauvage, restez jusqu'au bout, car cette histoire est bien plus vaste, bien plus ancienne et bien plus inquiétante qu'elle n'en a l'air. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il est encore possible d'arrêter une invasion lorsqu'elle s'étend depuis plusieurs siècles. Et si vous aimez les documentaires qui révèlent les dessous de l'histoire, de la nature et des catastrophes inattendues, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner, car ce que vous allez découvrir montre comment une décision apparemment anodine prise il y a des siècles a fini par bouleverser tout un écosystème. Les images capturées aujourd'hui par les drones au-dessus du Texas ressemblent parfois à celles d'un champ de bataille. Des terres complètement retournées, des pâturages dévastés, des cultures qui semblent avoir été écrasées par des engins de chantier. Pourtant, aucune machine n'est passée par là, aucun conflit n'a eu lieu. Les responsables sont des cochons redevenus sauvages qui surgissent à la tombée de la nuit, avancent en groupes organisés et peuvent anéantir en quelques heures le travail de plusieurs mois. Pour comprendre comment une telle situation est devenue possible, il faut remonter plus de 5 siècles en arrière. L'histoire commence en l'année 1493, lorsque Christophe Colomb transporte les premiers porcs européens jusqu'aux Caraïbes. Son objectif est simple, disposer d'une source de nourriture vivante pour son équipage pendant les expéditions. Les cochons représentent alors un choix idéal. Ils mangent presque tout, se reproduisent rapidement et survivent facilement aux longs voyages maritimes. Mais précisément les qualités qui les rendaient si utiles aux hommes allaient, sans que personne ne puisse l'imaginer, devenir les fondations d'un immense problème. Quelques décennies plus tard, en l'année 1539, l'explorateur Hernando de Soto introduit à son tour des cochons domestiques sur le territoire qui deviendra plus tard les États-Unis. Certains animaux s'échappent rapidement. Ils disparaissent dans les forêts, les marécages et les plaines. Contrairement à ce que beaucoup auraient imaginé, ils ne meurent pas, ils s'adaptent. Ils trouvent de la nourriture, de l'eau et des refuges. Peu à peu, ils deviennent plus rapides, plus prudents et beaucoup plus sauvages. D'anciens animaux d'élevage se transforment progressivement en survivants parfaitement adaptés à la vie en liberté. À la fin du XVIe siècle, leurs descendants occupent déjà une grande partie du territoire texan. Des récits datant de l'année 1598 mentionnent même des échanges de viande de porc entre les explorateurs espagnols et certaines communautés autochtones. Les cochons introduits par les Espagnols ne ressemblaient d'ailleurs pas aux porcs domestiques modernes. Ils étaient plus minces, plus nerveux, plus résistants et capables de vivre seuls, sans grange, sans nourriture distribuée par l'homme et sans aucun soin particulier. Mais la véritable catastrophe ne commence que plusieurs siècles plus tard. Durant les années 1930, des propriétaires de ranch et des chasseurs sportifs prennent une décision dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Ils souhaitent disposer d'un animal plus imposant, plus agressif et plus spectaculaire à chasser. Pour cela, ils importent des sangliers eurasiens venus d'Europe et d'Asie. Ces animaux sont beaucoup plus robustes, plus puissants et nettement plus méfiants que les porcs domestiques. Les responsables pensent alors que quelques clôtures suffiront à empêcher leur dispersion. Ils se trompent lourdement. Les sangliers finissent par s'échapper. Ils parcourent le territoire et rencontrent rapidement les populations de cochons déjà retournées à l'état sauvage depuis l'époque coloniale. Ce qui se produit ensuite ressemble presque à un scénario de science-fiction. Les deux lignées se croisent et donnent naissance à un hybride exceptionnellement performant. Les cochons domestiques transmettent leur incroyable capacité de reproduction. Les sangliers apportent leur puissance physique, leur endurance, leur agressivité et leur instinct de survie. Le résultat est un animal presque parfaitement conçu pour prospérer dans les milieux naturels.
Il peut vivre sous différents climats, résister à de nombreuses maladies, apprendre rapidement des comportements humains et trouver sa nourriture presque partout. C'est précisément cette combinaison qui explique pourquoi le Texas connaît aujourd'hui une telle invasion. Dans les années 1980, les porcs sauvages occupaient environ 23% du territoire texan. Aujourd'hui, ils sont présents sur près de 99% de l'État. Seul le comté d'El Paso demeure presque épargné, même si personne ne peut garantir que cette situation durera. Les estimations les plus récentes évoquent plus de 2,6 millions d'animaux rien qu'au Texas. Des millions de bêtes capables de se nourrir, de creuser, de détruire et surtout de continuer à coloniser de nouveaux territoires. Et comme si cela ne suffisait pas, le changement climatique favorise également leur progression. À mesure que les températures évoluent et que les habitats naturels se transforment, les porcs sauvages avancent toujours plus vers l'ouest, jusque dans des régions beaucoup plus arides. Beaucoup pensent qu'un cochon ne pourrait jamais survivre dans certaines zones désertiques. Pourtant, ces animaux démontrent sans cesse le contraire. Ils localisent les rares points d'eau, exploitent les cours d'eau, les bassins d'irrigation, les abreuvoirs destinés au bétail et s'installent partout où ils trouvent les ressources nécessaires. Là où ils passent, ils laissent presque toujours derrière eux un paysage complètement ravagé. Dans certaines régions particulièrement sèches, la densité moyenne n'est parfois que d'environ 1,7 porcs par mile carré. À première vue, ce chiffre paraît faible. Pourtant, il est trompeur. Ces animaux ne se répartissent jamais de manière uniforme sur le territoire. Ils se concentrent toujours autour des ressources essentielles. Dès qu'une harde découvre une source, une rivière ou un point d'eau artificiel, des dizaines d'individus peuvent s'y regrouper. En très peu de temps, un environnement fragile est transformé en une vaste étendue de boue retournée, souillée et quasiment inutilisable pour les autres espèces. L'être humain a malheureusement accéléré cette expansion. Dans plusieurs régions, certaines personnes ont volontairement relâché des porcs sauvages afin de créer de nouveaux territoires de chasse. Ce qui avait commencé plusieurs siècles auparavant comme une simple réserve alimentaire est progressivement devenu un problème national, aggravé par des introductions illégales, des erreurs de gestion et un manque de contrôle. Mais il existe un autre facteur qui rend cette invasion encore plus difficile à stopper, leur vitesse de reproduction. Les femelles atteignent leur maturité sexuelle dès l'âge de 6 mois. Une seule lait peut mettre bas 2 portées par an, chacune comptant généralement entre 6 et 12 marcassins. Lorsque l'on prend réellement conscience de ces chiffres, il devient évident pourquoi la population augmente à une vitesse aussi impressionnante. Abattre quelques individus ne suffit pas, capturer quelques groupes non plus. Tant qu'un nombre suffisant de femelles survivent, la population recommence immédiatement à croître. Et les prédateurs naturels? Au Texas, ils sont presque inexistants pour les adultes. Les coyotes ou les pumas peuvent parfois capturer un jeune marcassin, mais un vieux mâle adulte représente un adversaire totalement différent. Très peu de prédateurs sont capables de s'y attaquer. Voilà pourquoi les images montrent souvent des hélicoptères, des chasseurs équipés de caméras thermiques et d'immenses systèmes de capture. Pourtant, toutes ces méthodes ne règlent pas véritablement le problème. Elles ressemblent davantage à quelqu'un qui coupe sans cesse les mauvaises herbes tout en laissant intactes leurs racines profondément enfouies sous terre. Cette invasion trouve son origine il y a plus de 500 ans, et au fil du temps, elle a donné naissance à un animal presque parfaitement adapté à la conquête d'un territoire entier. Mais si leur histoire est déjà inquiétante, leur anatomie explique encore mieux pourquoi ils sont devenus de véritables machines à survivre. Lorsqu'on observe un vieux mâle de près, on comprend immédiatement pourquoi beaucoup de personnes le comparent davantage à un véhicule blindé qu'à un simple cochon. Son corps est compact, incroyablement musclé et d'une puissance impressionnante. La plupart des adultes pèsent entre 60 et 100 kg, mais certains individus particulièrement âgés dépassent largement les 200 kg. Lorsqu'un animal de cette taille charge à pleine vitesse, il développe une force difficile à imaginer. Imaginez un joueur professionnel de football américain courant directement vers vous à 4 pattes, équipé de longues défenses acérées. Cette comparaison est finalement assez proche de la réalité. Leurs défenses ne servent pas uniquement à impressionner. Elles poussent continuellement tout au long de leur vie et restent extrêmement tranchantes grâce au frottement constant entre les mâchoires supérieures et inférieures. Elles sont utilisées lors des combats entre mâles pour se défendre contre les prédateurs, mais aussi pour retourner le sol à la recherche de nourriture. Chez les vieux mâles apparaît également une protection supplémentaire particulièrement étonnante.
Au niveau des épaules se développe une épaisse couche composée de cartilage durci et de tissu cicatriciel accumulé après des années de combat. Les chasseurs appellent cette protection le bouclier. Cette cuirasse naturelle peut résister à des blessures importantes et explique pourquoi certains animaux continuent parfois à courir malgré des impacts qui auraient arrêté bien d'autres espèces. Les femelles semblent plus petites et moins impressionnantes. Pourtant, cette impression est trompeuse. Ce sont elles qui dirigent les groupes familiaux. Alors que les vieux mâles vivent souvent seuls, les femelles restent ensemble avec leurs petits dans des groupes appelés hardes. Ces familles regroupent plusieurs générations et fonctionnent avec une organisation étonnamment élaborée. L'allée la plus expérimentée guide généralement le groupe. C'est elle qui décide du moment où les animaux se déplacent, où ils trouvent leur nourriture et quelle route offre le plus de sécurité. Cette organisation sociale constitue l'un de leurs plus grands atouts. Les porcs sauvages n'apprennent pas uniquement individuellement. Ils semblent également transmettre certaines expériences au reste du groupe. De nombreuses études montrent que leur mémoire est remarquable. Certains chercheurs estiment même que leurs capacités cognitives rivalisent avec celles des chiens, voire les dépassent dans certains domaines. Ils reconnaissent des situations dangereuses, mémorisent les pièges et modifient rapidement leur comportement. Chaque erreur commise par les humains devient ainsi une leçon pour les animaux. Si une harde pénètre dans un piège et qu'un seul individu parvient à s'échapper, celui-ci retient souvent l'expérience. Lors de la tentative suivante, il évitera soigneusement le dispositif et entraînera fréquemment tout le groupe avec lui. C'est précisément pour cette raison que les gestionnaires de la faune expliquent souvent qu'après une capture ratée, les cochons semblent soudain disparaître. En réalité, ils sont toujours présents, mais deviennent beaucoup plus prudents. Ils déplacent leurs activités au cœur de la nuit ou empruntent de nouveaux itinéraires beaucoup plus difficiles à surveiller. Même les hélicoptères cessent rapidement de les surprendre. Au début, les animaux sont désorientés par le bruit des rotors, mais après plusieurs interventions, certaines hardes reconnaissent ce son caractéristique bien avant que l'appareil n'apparaisse dans le ciel. Elles se réfugient alors dans les zones boisées les plus denses ou gagnent des secteurs où les tirs deviennent beaucoup plus compliqués. Leur capacité d'adaptation ne s'arrête pas là. Dans l'est du Texas, ils vivent au cœur des forêts de pins. Plus au sud, ils occupent les broussailles sèches. Au centre de l'État, ils utilisent les plaines inondables, les zones agricoles et les marécages. Même les régions qui semblent totalement inhospitalières finissent souvent par accueillir des populations de porcs sauvages. Leur pelage contribue également à leur discrétion. Selon leurs origines génétiques, il peut être noir, brun foncé, roux ou tacheté. Dans les sous-bois, les ombres et les broussailles, ils deviennent presque invisibles. De nombreux chasseurs racontent avoir marché à seulement quelques mètres d'un énorme mâle sans même s'en rendre compte. Il suffit parfois d'un léger mouvement ou d'un craquement de branches pour révéler sa présence. L'eau reste néanmoins l'élément le plus important de leur territoire. Dans les régions arides, ils parcourent parfois des dizaines de kilomètres afin de rejoindre un point d'eau. Une femelle peut explorer régulièrement plusieurs milliers d'hectares, tandis que certains mâles couvrent des surfaces encore plus vastes. Mais lorsqu'ils découvrent lorsqu'il y a un secteur où nourriture et eau sont abondantes, de nombreux individus s'y installent rapidement. C'est alors que les dégâts prennent une ampleur spectaculaire. Près de 80% de leur alimentation est constituée de végétaux. Racines, tubercules, glands, fruits et graines représentent la majeure partie de leur régime alimentaire. Pour atteindre ces ressources, ils utilisent leur groin extrêmement puissant afin de retourner entièrement la terre. Ce comportement, appelé fouissage, est responsable d'une grande partie des destructions observées dans les campagnes. En une seule nuit, une harde peut retourner plusieurs hectares de prairies. Les jeunes pousses disparaissent, les couches fertiles du sol sont bouleversées et les pâturages ressemblent soudain à un champ fraîchement labouré. Mais leur alimentation ne s'arrête absolument pas aux végétaux. Les porcs sauvages sont des omnivores extrêmement opportunistes. Ils consomment pratiquement tout ce qui peut leur apporter de l'énergie. Insectes, vers, petits mammifères, reptiles, œufs d'oiseaux et même des carcasses d'animaux morts. Lorsqu'une occasion se présente, ils n'hésitent pas non plus à attaquer des jeunes animaux domestiques ou sauvages fraîchement nés. Par leur simple présence, ils modifient profondément les chaînes alimentaires et bouleversent l'équilibre naturel de nombreux écosystèmes. Leur capacité de reproduction représente un autre défi colossal. Lorsque les conditions sont favorables, les laits peuvent mettre bas pratiquement à n'importe quel moment de l'année. Après une gestation d'environ 4 mois, elles aménagent un nid rudimentaire dans une végétation dense ou au cœur d'une dépression boueuse afin de protéger leurs petits.
Les marcassins naissent avec un pelage rayé de bandes claires qui leur offre un camouflage remarquable dans les hautes herbes. Quelques semaines seulement après leur naissance, ils commencent déjà à chercher eux-mêmes de la nourriture et suivent rapidement le reste de la harde dans des déplacements toujours plus longs. Contrairement à beaucoup d'autres espèces sauvages, les porcs adultes ne sont pratiquement soumis à aucune pression de prédation. Les coyotes, les pumas ou d'autres carnivores peuvent parfois capturer un jeune marcassin isolé, mais un mâle adulte constitue un adversaire bien trop dangereux. En conséquence, la population continue d'augmenter presque sans aucune limite naturelle. À cela s'ajoute une résistance exceptionnelle face aux conditions climatiques extrêmes. Les longues périodes de sécheresse, les inondations ou même les hivers inhabituels affectent beaucoup moins ces animaux que la plupart des autres espèces. Pendant les fortes chaleurs, ils créent des mares de boue dans lesquelles ils se roulent, car les cochons ne transpirent pratiquement pas. Cette couche de boue refroidit leur corps tout en les protégeant contre les insectes. Durant les mois les plus froids, ils recherchent activement les zones riches en glands, en noix de pécan ou en autres ressources énergétiques qui leur permettent de traverser l'hiver sans difficulté. Lorsqu'une population de porcs sauvages s'installe durablement dans une région, la transformation du paysage devient progressivement visible. Certaines espèces végétales disparaissent peu à peu. Les jeunes arbres ne parviennent plus à grandir. Les graines sont consommées avant même de pouvoir germer. Les jeunes pousses sont piétinées et la structure naturelle du sol se dégrade lentement. Les chercheurs observent pourtant un phénomène intéressant. Dès que les porcs sont efficacement éliminés d'un secteur, la biodiversité commence souvent à se reconstituer assez rapidement. Les plantes repoussent, les insectes reviennent et de nombreuses espèces animales retrouvent progressivement leur habitat. Dans les montagnes Davis, les scientifiques ont même constaté que les porcs sauvages continuaient à se nourrir principalement de végétaux, malgré des conditions extrêmement arides. Cette observation montre à quel point ils sont devenus adaptables. Ils n'ont pas besoin de vastes forêts luxuriantes ni de pâturages verdoyants. Tant qu'ils trouvent suffisamment de nourriture et un minimum d'eau, ils réussissent à survivre presque partout. Beaucoup de personnes confondent encore les porcs sauvages avec les pécaris à collier, également appelés javelinas. Pourtant, ces deux animaux sont très différents. Les pécaris sont nettement plus petits, possèdent un corps plus compact et présentent une bande de poils plus claire autour du cou. Leur queue est différente, tout comme la forme de leurs sabots. Une fois que l'on connaît ces caractéristiques, il devient pratiquement impossible de les confondre. Les traces laissées par les porcs sauvages sont elles aussi très caractéristiques. Les prairies sont couvertes de profondes zones de fouissage. Des mares boueuses apparaissent près des points d'eau. Les arbres portent souvent de larges marques de boue mêlées à des soies, laissées lorsque les animaux viennent s'y frotter après s'être roulés dans la vase. Pour un observateur expérimenté, ces indices suffisent largement à confirmer qu'une harde se trouve à proximité. Mais ces marques visibles ne représentent en réalité que le début du problème. Ce qui ressemble au départ à quelques plaques d'herbe retournées finit rapidement par provoquer un désastre écologique et économique dont les conséquences touchent finalement l'ensemble de la population. À ce stade, il ne s'agit plus simplement de quelques pâturages dégradés ou de cultures endommagées. Derrière chaque parcelle détruite se cache une perte financière qui continue d'augmenter année après année. Rien qu'au Texas, les estimations les plus récentes évaluent les dégâts agricoles à environ 52 millions de dollars par an. À l'échelle de l'ensemble des États-Unis, les pertes atteignent près d'1,5 milliard de dollars. Et encore, ces chiffres ne prennent pas en compte toutes les conséquences indirectes. Imaginez un instant que vous soyez agriculteur. Pendant des mois, vous avez préparé votre terrain, acheté des semences, installé des systèmes d'irrigation et travaillé chaque jour pour faire pousser du maïs, des arachides ou des pastèques. Puis arrive une seule nuit. Au lever du soleil, votre champ semble avoir été traversé par des véhicules militaires. Les rangées de cultures ont disparu. Le sol est complètement retourné. Les conduites d'irrigation sont arrachées. Ce que les porcs n'ont pas mangé a été piétiné ou déterré. Plusieurs mois d'efforts disparaissent en quelques heures seulement. Pour certaines exploitations, une seule attaque de cette ampleur suffit à transformer une année rentable en véritable catastrophe financière. Plusieurs familles d'agriculteurs rapportent perdre chaque année des centaines de milliers de dollars à cause des porcs sauvages. Des exploitations transmises de génération en génération se retrouvent aujourd'hui dans une situation économique extrêmement fragile.
Les conséquences ne s'arrêtent pourtant pas aux cultures. Les machines agricoles modernes sont conçues pour travailler sur des terrains relativement réguliers. Lorsque les moissonneuses batteuses ou les tracteurs passent sur les énormes mottes de terre créées par le fouissage des porcs, les essieux, les lames ou d'autres éléments mécaniques peuvent être gravement endommagés. Quelques secondes suffisent, parfois pour provoquer des réparations coûtant plusieurs milliers de dollars. Les éleveurs sont eux aussi directement touchés. Les porcs sauvages rivalisent avec les bovins pour l'accès au pâturage et à la nourriture. Plus ils consomment d'herbe, moins les troupeaux domestiques disposent de ressources. Mais ils représentent également une menace directe pour les jeunes animaux. Des veaux, des agneaux ou des chevreaux nouvellement nés sont régulièrement attaqués lorsqu'ils sont isolés ou particulièrement vulnérables. Le problème dépasse aujourd'hui largement les zones rurales. De plus en plus souvent, les porcs sauvages apparaissent aux abords des villes. Les terrains de golf, les parcs publics, les complexes sportifs et les jardins privés peuvent être entièrement retournés en une seule nuit. Là où les habitants admiraient encore une pelouse parfaitement entretenue la veille, ils découvrent le lendemain un immense terrain boueux, creusé dans tous les sens à la recherche de vers, de larves ou de racines. Depuis plusieurs années déjà, les autorités tentent de ralentir cette progression grâce à des programmes de grande ampleur. Les chercheurs de la Texas A&M University ont suivi des campagnes au cours desquelles des dizaines de milliers de porcs ont été retirés de millions d'hectares. Pourtant, les résultats montrent toujours la même réalité. Même si environ 750 000 porcs sauvages sont capturés ou abattus chaque année au Texas, la population continue malgré tout à augmenter. Leur reproduction est simplement plus rapide que les efforts entrepris pour les éliminer. À cela viennent s'ajouter les coûts gigantesques de la lutte elle-même. Construire des pièges, installer des clôtures, financer les hélicoptères, les véhicules tout-terrain, les équipements de vision thermique, les équipes spécialisées et les systèmes de surveillance représentent chaque année des centaines de millions de dollars supplémentaires. Même si les porcs ne causaient plus aucun dégât, les dépenses liées à leur contrôle resteraient déjà considérables. Mais l'argent n'est finalement qu'une partie du problème. Les conséquences écologiques sont encore plus profondes. Lorsque les porcs sauvages retournent la terre avec leurs groins, ils ne se contentent pas de détruire la végétation visible. Ils bouleversent toute la couche superficielle du sol. À la première pluie importante, cette terre meuble est facilement emportée par les eaux de ruissellement. Les rivières, les ruisseaux et les étangs se chargent alors de sédiments qui troublent l'eau et modifient profondément les habitats aquatiques. Les poissons, les amphibiens et de nombreuses espèces végétales souffrent directement de cette dégradation progressive. Le sol perd également sa capacité naturelle à absorber les précipitations. Au lieu de s'infiltrer lentement dans la terre, l'eau s'écoule rapidement en surface. Certaines régions deviennent ainsi plus vulnérables aux inondations après de fortes pluies, tandis que d'autres se dessèchent plus rapidement durant les périodes de sécheresse. Un problème en entraîne immédiatement un autre. La qualité de l'eau constitue une autre préoccupation majeure. Les porcs passent une grande partie de leur temps dans les mares boueuses et les points d'eau. Ils y laissent leurs excréments et leur urine, favorisant la prolifération de nombreuses bactéries. Plusieurs études menées dans des secteurs fortement colonisés ont démontré que certaines concentrations bactériennes augmentèrent de façon spectaculaire à proximité des zones fréquentées par les hardes. Ce qui était autrefois un ruisseau relativement sain peut progressivement devenir un environnement beaucoup moins favorable à la vie aquatique. Les oiseaux qui nichent directement au sol figurent parmi les espèces les plus touchées. Les cailles, les dindons sauvages et plusieurs autres oiseaux construisent leurs nids dans la végétation basse. Pour une harde affamée, ces œufs ou ces poussins fraîchement éclos représentent une nourriture facile d'accès. Dans certaines régions, une seule saison de reproduction peut être presque entièrement anéantie. Même les cerfs de Virginie subissent indirectement cette concurrence. Durant l'automne et l'hiver, les glands constituent une source essentielle d'énergie pour eux. Les porcs sauvages recherchent exactement les mêmes ressources, mais en quantité beaucoup plus importante. Lorsqu'une harde traverse une forêt, elle peut consommer presque tout ce qui est disponible au sol, avant même que les autres animaux aient eu le temps d'en profiter. Mais la menace la plus inquiétante reste totalement invisible. Elle circule à l'intérieur même des animaux. Les porcs sauvages sont porteurs de nombreuses maladies. Certaines affectent uniquement les animaux domestiques ou sauvages. D'autres peuvent également être transmises à l'être humain. L'une des plus connues est la brucellose porcine. Une personne qui manipule un animal infecté sans protection, notamment lors du dépeçage, peut contracter cette maladie si des plaies sont présentes sur sa peau. Les premiers symptômes ressemblent souvent à une grippe, fièvre, douleurs musculaires, fatigue importante.
Pourtant, chez certaines personnes, l'infection peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, et provoquer des complications sérieuses. Les porcs sauvages peuvent également transporter la pseudorage, différentes formes de tuberculose, ainsi que de nombreux autres agents pathogènes. Pour les autorités agricoles américaines, une maladie en particulier suscite cependant une inquiétude immense, la peste porcine africaine. À l'heure actuelle, cette maladie n'est pas installée durablement aux États-Unis. Mais si elle venait un jour à atteindre les immenses populations de porcs sauvages, les conséquences pourraient être catastrophiques. Des millions d'animaux vivant en liberté constitueraient alors un immense réservoir permanent du virus, rendant pratiquement impossible toute tentative d'éradication. Toute la filière porcine américaine pourrait subir des pertes économiques colossales. À cela s'ajoutent des bactéries intestinales comme Escherichia coli, qui contaminent parfois les cours d'eau à travers les déjections des animaux. Les risques concernent alors les élevages, les animaux domestiques, la faune sauvage et, dans certaines circonstances, les êtres humains. Il existe enfin un danger beaucoup plus immédiat. Contrairement aux cerfs ou à de nombreux autres animaux sauvages, un porc acculé ne choisit pas toujours la fuite. Lorsqu'il se sent menacé ou blessé, un vieux mâle peut décider d'attaquer directement. Sa charge est extrêmement rapide. En quelques secondes seulement, ses défenses peuvent provoquer de profondes blessures aux jambes ou au bas du corps. Chaque année, plusieurs chasseurs sont gravement blessés lors de telles attaques. Des chiens de chasse expérimentés sont eux aussi régulièrement mutilés, parfois mortellement. Lorsque l'on additionne toutes ces conséquences, on comprend rapidement que le problème dépasse largement la simple destruction de quelques champs agricoles. Il est désormais question de qualité de l'eau, de biodiversité, de sécurité alimentaire, d'économie rurale, de santé publique et même de protection des élevages nationaux. C'est précisément pour cette raison que le Texas a progressivement décidé d'intensifier considérablement sa lutte contre les porcs sauvages. Des hélicoptères ont été mobilisés, de nouveaux pièges géants ont été conçus, des systèmes de surveillance sophistiqués ont été installés. Les autorités ont même étudié la possibilité d'utiliser certains appâts toxiques spécialement conçus pour cette espèce. Les responsables ont fini par comprendre qu'une chasse traditionnelle ne suffirait jamais à ralentir durablement une population aussi prolifique. À partir de ce moment-là, les méthodes employées commencent parfois à ressembler davantage à une véritable opération militaire qu'à un simple programme de gestion de la faune. Au Texas, les porcs sauvages bénéficient d'un statut totalement différent de celui de la plupart des autres animaux. Ils ne disposent pratiquement d'aucune protection particulière. Il n'existe pas de véritable saison de chasse limitée. Dans la majorité des situations, aucun quota ne fixe le nombre d'animaux pouvant être prélevés. L'objectif est simple, réduire leur population aussi fortement que possible. Sur les propriétés privées, les règles sont même encore plus souples. Avec l'autorisation du propriétaire, les chasseurs peuvent intervenir tout au long de l'année. La logique était claire. Chaque animal retiré du milieu naturel représente potentiellement des cultures sauvées, des dégâts évités et une pression moindre sur les écosystèmes. Les terrains publics restent soumis à certaines réglementations spécifiques, mais les autorités poursuivent exactement le même objectif: éliminer le plus grand nombre possible de porcs avant qu'ils ne colonisent de nouvelles zones. Pour cela, des techniques particulièrement modernes sont aujourd'hui utilisées. La nuit, des équipes spécialisées parcourent les campagnes équipées de caméras thermiques extrêmement performantes. Même dans l'obscurité totale, les animaux apparaissent clairement sous forme de silhouettes lumineuses. Là où l'œil humain ne distingue absolument rien, ces appareils permettent de repérer une harde entière à plusieurs centaines de mètres. Certaines opérations se déroulent également depuis les airs. Les vidéos qui deviennent régulièrement virales sur Internet montrent souvent des hélicoptères poursuivant les hardes à travers les plaines texanes. Une fois les animaux localisés, le pilote coordonne les déplacements, tandis que le tireur tente d'éliminer le maximum d'individus avant qu'ils ne trouvent refuge dans une végétation suffisamment dense. Vue du ciel, la scène ressemble parfois davantage à une opération tactique qu'à une chasse traditionnelle. Les porcs changent brutalement de direction, se dispersent, tentent d'atteindre les bosquets ou les ravins les plus proches. Chaque seconde compte. Cette méthode permet effectivement de réduire rapidement les effectifs sur de très grandes surfaces. Mais elle présente également une limite fondamentale. Elle ne résout pas le problème à long terme. Même lorsqu'une trentaine d'animaux sont éliminés en une seule intervention, quelques femelles survivantes suffisent souvent à reconstituer rapidement toute la population. C'est précisément pour cette raison que les biologistes spécialisés insistent sur un principe essentiel. Ce n'est pas uniquement le nombre d'animaux prélevés qui compte, c'est surtout l'identité des animaux éliminés.